Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Je reçois deux invités. D'abord, Madame, bonsoir, Patricia Bonsoir. Château, qui connaît la maison citoyenne de la Réunion, bonsoir. Et Monsieur Yacine Afaf, chirurgien en retraite. Exact, Alors, bonsoir. si vous êtes là sur le plateau, c'est parce que vous avez mené en juillet 2024 une mission. Vous allez me dire où ? Alors, c'était une mission à Gaza d'un mois, au mois de juillet, au titre de la Croix-Rouge internationale. D'accord. Donc, c'est la Croix-Rouge qui vous a demandé. Oui, pour être sincère, c'est moi qui ai sonné à la porte de la Croix-Rouge. C'était ma première mission auprès de la Croix-Rouge. J'ai fait pas mal de missions au préalable avec Médecins sans frontières. Et là, c'était la première fois que j'intervenais avec la Croix-Rouge internationale. Donc, c'est moi qui ai fait la démarche de demander à partir avec eux. Et avant, vous travailliez donc à l'hôpital Belle-Pierre. Exact, ouais. Combien de temps vous êtes resté ? Oh, depuis 91, depuis plus de 30 ans. Ça fait un petit bout de temps. Oui. Ça fait quelques années, 3 décennies. Là, vous vous attendiez à quoi avant de partir ? Alors, je m'étais très documenté. Ça faisait longtemps que je voulais travailler à Gaza, que je voulais intervenir, que je voulais intervenir en les soignant, en les aidant. Mais ce n'était pas possible jusqu'à présent au sein de Médecins sans frontières pour des choix. Médecins sans frontières adresse plutôt des spécialistes. Moi, j'étais chirurgien généraliste, chirurgien traumato-général. Donc, je me suis documenté beaucoup avant de partir. J'ai été documenté aussi sur la réalité du terrain par la Croix-Rouge avant de partir. Donc je m'attendais, je m'étais préparé. En plus, les missions que j'ai faites me préparaient, puisque j'avais fait des missions avec MSF au Yémen, des missions en Irak, des missions en Haïti et d'autres pays, Congo. Et donc, j'étais, je pense, un peu préparé. Donc, j'allais dire, vous avez été déjà sur des territoires en conflit, que ce soit le Yémen, qui est toujours dans une guerre, que ce soit en Irak, où là-bas, c'est vraiment, j'allais dire, une cacophonie, parce qu'il y a des bandes qui cherchent à avoir le pouvoir. Le Congo, l'Afrique actuellement est un petit peu en train de se chercher aussi, on voit. Et puis, il y a les grands pays qui sont là pour créer le désordre. En tout cas, vous étiez préparé pour aller à Gaza. Je me pensais préparé, mais la réalité sur le terrain a dépassé ce que j'imaginais, quoi. Alors, je vais juste poser cette question-là. Vous arrivez le premier jour, vous arrivez sur le terrain. Qu'est-ce que vous découvrez ? Donc, moi, j'ai découvert un hôpital sous tente. Initialement, j'étais affecté à l'hôpital européen de Gaza, où interviennent beaucoup d'ONG en soutien, mais il avait été reçu un ordre d'évacuation et l'hôpital européen, qui est un hôpital en dur, un gros hôpital, avait été évacué et toujours non fonctionnel 5 mois après. Et donc j'ai été redirigé en quelque sorte, puisqu'il avait été évacué quelques jours, 2 jours avant que je parte. Donc j'ai été redirigé vers le seul hôpital, peut-être le seul hôpital où intervient le CICR à Gaza, qui est un hôpital de campagne, comme on dit. Hôpital de campagne, ça veut dire un hôpital sous tente, qui a ouvert, je dirais, en mai dernier, donc 2 mois avant mon arrivée, et qui est un hôpital avec une dizaine de tentes, qui a une capacité de 60 lits. Voilà, juillet à Gaza, il y fait 35 degrés au bas mot, avec des tentes où il y a quelques ventilateurs. Heureusement, les tentes où étaient situés les 2 blocs opératoires, la pharmacie, la radio, heureusement, ils étaient climatisés, sinon on aurait travaillé dans des conditions assez altérées, assez dures. Et voilà, on est confronté, très vite à des arrivées massives de blessés. Et ça, c'est la réalité, c'est la chirurgie de guerre. Le challenge essentiel, c'est ces arrivées massives de blessés. C'est aléatoire,
Et ça arrive. Et là, moi, la première semaine que j'ai passée, en tout cas, dans cet hôpital, il y a eu 3 arrivées massives. Et c'est dévastateur. Dévastateur, je dirais, pour quelqu'un comme moi qui était, même si j'ai un background et un passif dans des missions, avec une expérience dans des missions humanitaires, dont des pays en guerre, mais jamais j'avais vu autant de blessés arriver à la fois et avec une telle fréquence. Il y a eu, la première semaine, 3 arrivées massives. Et si on essaie de décrire un peu l'ambiance, c'est sur le plan émotionnel et sur le plan professionnel, technique, c'est un challenge, c'est un grand défi, c'est une grande épreuve, parce que les malades arrivent en masse, il faut trier. Le tri, c'est la clé de la chirurgie de guerre. C'est-à-dire qu'il faut mettre de côté ceux qui sont trop graves, qui ont le moins de chances de s'en sortir. Ce qui est un réflexe qu'on n'a pas dans les hôpitaux civils. Hein. Les plus graves sont traités en premier. Mais quand vous êtes que 2 chirurgiens, 2 équipes, 2 blocs opératoires dans ce petit hôpital, eh ben, vous êtes obligé de faire un tri et de sélectionner ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir. Les graves, mais pas les trop graves. Donc il y a des couleurs, des badges. C'est quelques infirmières et un anesthésiste qui sélectionnent à l'entrée de l'hôpital. On est prévenu par les infirmières, par les ambulances du Croissant-Rouge. On est prévenu quelques dizaines de minutes avant. Et donc le tri se met en place dès les arrivées d'ambulance. Les malades arrivent et les familles arrivent aussi. Et elles crient, elles hurlent leur détresse pour celles qui ont des malades très graves, des blessés très graves ou des décès dans leur famille, dans leurs proches. Les gardiens de l'hôpital essayent de retenir et de filtrer un seul accompagnant par famille, mais ils n'y arrivent pas toujours, loin de là, ils se font déborder. Et comme c'est des tentes, il n'y a pas d'isolation, vous entendez tout, vous examinez les cas rouges qui ont été sélectionnés là dans une tente spécifique, et il y a ces familles dehors qui hurlent. Et le premier arrivage, moi, je suis allé m'isoler pendant quelques minutes pour récupérer parce que c'est dévastateur. C'est l'apocalypse. Enfin, moi, j'ai trouvé ça apocalyptique. Patrice Château, quand on regarde l'actualité, quand on regarde ce que les médias nous montrent, on peut penser que c'est comme vient de dire Yacine Afaf. Bien, déjà, je voulais dire que, bon, c'est pour ça que je suis également heureuse d'être là, je vous remercie. C'est que, bon, par le biais de ses amis avec qui il discutait un petit peu, il parlait justement, de la dureté, puis pas seulement, hein, de la force que les individus pouvaient avoir et ce qu'il leur apportait. Je veux dire, donc j'étais un petit peu comme ceci au courant. Mais maintenant, bien sûr, les gens, effectivement, ils ont des images des guerres, il me semble. Hein. Je suis pas une spécialiste, mais disons, en étant un individu de tous les jours, en regardant avec peut-être une petite pointe de formation un petit peu plus, quoi, pas grand-chose, effectivement, les gens regardent et voient, mais les images qu'on leur montre, mais jamais on ne leur montre jamais ils ne voient pas ce côté du soin, quoi, de comment dire, et comme il le dit lui-même, il dit pas les malades arrivent, il dit bien des arrivages, parce que c'est comme des colis dont il faut se charger, quoi. Et après, effectivement, on a plus maintenant le conflit en tête, hein. On nous parle de massacre, effectivement. Non. Ça, je veux dire, c'est un témoignage poignant. Je crois que... Ce que je trouve incroyable, c'est comment on peut annoncer 40 à 50 000 morts du côté des Palestiniens. Mais je veux dire, c'est presque naturel, ça passe. S'il y a eu un mort côté israélien, c'est un mort, malgré tout. Mais on va en plus parler des morts israéliens que des morts palestiniens. Et est-ce que quelque part, l'individu, le citoyen, je dirais, c'est même pas mentir, on lui dit pas la vérité de toute façon.
Enfin, je pense que Yacine, il doit être quand même plus informé que moi sur certaines choses, mais s'il me permet, moi, de mon entendement, je dirais ceci, c'est que on comprend qu'il y a un affrontement entre Palestiniens, mais maintenant c'est plus large, Palestiniens et donc et Israël. Mais de l'opinion publique, on parle du massacre. Des Palestiniens. Et puis après, on a commencé à parler, effectivement, on parle effectivement de cette guerre qui ne respecte pas, comme certaines, le fait que la guerre, c'est entre les militaires et pas le massacre des civils, et non pas des enfants pris au piège, des familles et tout. Là, moi je reviens là-dessus, quoi. C'est-à-dire, bien sûr qu'on imagine bien, on peut s'imaginer, comment dire, un apocalypse, des choses qui sautent, et puis des individus, mais vraiment voir la détresse, le désarroi, vraiment les pointillés donc sur la vie même des survivants et de ceux qui vivent, ça doit être terrible, quoi. Yacine Afaf, j'allais dire, vous avez été là-bas pendant combien de temps ? 1 mois, un gros mois. Vous êtes revenu à La Réunion. Aujourd'hui, quand vous êtes devant votre téléviseur, vous écoutez les informations. Il y a un sacré décalage entre la réalité et ce qui est dit à la télé. Je ne suis pas fan de nouvelles télévisées. Je suis plutôt sur des médias en ligne. Et je pense en tout cas que si l'on veut se documenter, si l'on veut écouter et voir les nouvelles, il y a 2 aspects. On sait que les journalistes ont du mal, on va dire, au bas mot, à rentrer dans l'enclave de Gaza. Mais on a quand même, si on a peu d'informations officielles, on a toutes ces vidéos qui sont tournées par les locaux, par les gens qui y vivent, et par les journalistes palestiniens qui montrent, mais aussi par beaucoup de civils, qui montrent sur leur téléphone et qui enregistrent et qui diffusent de nombreuses vidéos, dont certaines sont authentifiées, dont certaines sont fiables, et certaines se rapprochent beaucoup, de ce qui se passe en réalité. Alors, Patricia, là, tu parlais de la détresse des gens. Il y a un aspect souligné par certains experts qui est nouveau dans ce conflit-là, c'est que les gens sont soumis et sont vraiment sous des sévices importants, en tout cas des bombardements importants, et aucun n'a la possibilité de sortir, de s'échapper. Aucun, alors que tous les conflits récents, quelle que soit la difficulté, les gens ont la possibilité, les Ukrainiens ont pu quitter l'Ukraine, ceux qui le souhaitaient, ceux qui souhaitaient se réfugier, mettre leur famille à l'abri à l'étranger, ce qui est une chose qui est absolument exclue, parce que les frontières autour, que ce soit la frontière de la Jordanie ou de l'Égypte, restent hermétiquement closes. Le nombre de gens qui arrivent à quitter l'enclave pour des raisons de santé, pour des raisons sanitaires ou pour des raisons familiales, et le nombre de gens qui arrivent à échapper et à quitter l'enclave est minuscule. Donc les jeunes, il y a énormément d'amputés, il y a énormément de blessés, et les amputés, par exemple, c'est un problème social monstre parce que, déjà, il n'est pas possible de trouver, à Gaza, des prothèses. Donc là, je suis en train d'essayer de me battre pour trouver un moyen pour un des jeunes gamins de 10 ans là, qui avait été amputé, essayer de lui trouver un moyen, de lui fournir une prothèse qui est vitale pour sa mobilité, pour son développement. Il y a bien un hôpital créé par les Jordaniens, un hôpital sous tente aussi à Gaza, qui est en train d'installer, semble-t-il, un programme prothèse. Ça, c'est un énorme problème sur les milliers d'amputés, jeunes ou pas jeunes. Il n'y a plus aucune possibilité, jusqu'à maintenant. J'espère que ce programme arrivera à délivrer ces prothèses. C'est un problème monstre.
Mais l'impossibilité de quitter Gaza alors qu'on se fait attaquer, alors qu'on se fait dévaster, c'est un problème monstre. Hein. Mais quand Israël dit qu'ils avertissent des populations avant d'attaquer pour que les populations quittent les zones où ils vont lancer leurs bombes, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, là, j'ai un peu de mal à répondre dans le cadre de mon témoignage auprès de la Croix-Rouge. J'ai un peu de mal à répondre. D'accord. Les ordres d'évacuation, ce que je peux dire, c'est que les ordres d'évacuation se sont répétés, parce que c'est pas un scoop, les ordres d'évacuation sont répétés à de multiples, et ça, en tout cas, impose à la population, tout confondu, la population, de multiples migrations au sein même, puisqu'ils ne peuvent pas sortir de Gaza, mais au sein même de cette enclave, qui est une pression énorme pour la population. Et je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, là-dessus, on l'a vu, les populations sont vraiment épuisées de passer d'un endroit à un autre de manière répétée, parce que, à un moment, mettre une tente, la démonter pour la remonter. Trouver les matériaux. Ouais. Il n'y a plus de matériaux pour faire des tentes correctes. Puis en plus, il faut trouver la place. Les déplacements ne se font pas en voiture. Il n'y a quasiment plus de véhicules. Donc tous ces déplacements, en plus, je ne suis pas sûr que ce soit autorisé. Ça, je sais pas si mais en tout cas, les déplacements se font à pied, tous âges confondus, avec des gens qui ont été blessés, qui quittent certains hôpitaux, visés également par les ordres d'évacuation, et qui sont obligés de migrer à pied, avec des gens très âgés, avec des blessés, avec des familles, avec des gamins, tout ça à pied. Alors, c'est une charge assez démente. Hein. Alors, nous sommes sur ce plateau, docteur Yassine Affaf. On va essayer de voir si qu'est-ce que la Réunion pourrait faire pour apporter un peu d'aide à ces personnes qui en ont vraiment besoin. Il y a une première chose, c'est l'engagement des médecins et chirurgiens à la retraite ou pas à la retraite. L'engagement à aller travailler, ne serait-ce qu'un mois par an ou 15 jours par an, dans une des multiples ONG qui interviennent, que ce soit Croix-Rouge ou Médecins sans frontières ou Palmed, etc. Il y a plein de missions qui s'organisent, avec plus ou moins de facilité. Certaines sont implantées depuis longtemps. Bien sûr, la Croix-Rouge est tellement connue. Donc, voilà, ça c'est le premier biais qui pourrait venir des médecins réunionnais. Et ça serait très, très bienvenu. Le deuxième, collecter des fonds. Je ne sais pas maintenant comment on pourrait faire passer des fonds, sauf au travers des associations. Toutes les associations crient à l'aide, que ce soit Palmed ou d'autres associations qui œuvrent. Il y a un anesthésiste dont j'ai oublié le nom, qui a œuvré en Syrie, qui œuvre maintenant à Gaza et qui demande une aide financière pour pouvoir assurer ses programmes de formation d'urgentistes. Il y a plein d'occasions d'aider en s'engageant personnellement ou en aidant ces ONG financièrement. Moi, j'ai essayé de penser à collecter des fonds au travers d'une fondation pour pouvoir organiser une livraison de prothèses, mais c'est irréalisable parce que les prothèses, qui est un problème essentiel dans la chirurgie de guerre, ça doit se faire sur place, parce que gamin ou pas gamin, il faut prendre les mesures, il faut prendre les empreintes, il faut faire une première prothèse, ensuite adapter, etc. Donc tout ça ne peut se faire que sur place, donc ça n'est pas en collectant des fonds pour fabriquer des prothèses à l'étranger qu'on pourra aider. Non, je pense qu'il y a deux biais. S'engager pour ceux qui le peuvent. S'il n'y avait qu'un seul, quelques pourcents, 5 à 10% des médecins, des praticiens retraités qui pouvaient s'engager, ceux qui sont en santé correcte, pour s'engager dans ce type d'émission, ça serait déjà très très bien. Et ensuite s'engager financièrement au travers des associations. Est-ce que les gens qui souhaitent apporter quelque chose peuvent vous joindre sur votre page, dans votre réseau social par exemple ? Ah, c'est possible de me joindre par mail et je peux les conseiller, oui. Vous pouvez donner votre mail si vous voulez. Oui, donc c'est
afaf.yassine, ça s'écrit HA2FAF.yassine, YACINE 974 @gmail.com. D'accord. Avec plaisir. Comme ça sera déjà un élément. Et puis, je sais pas, Patricia. Oui, pour que moi je suis d'accord avec quelle est cette question et puis l'intérêt, qu'est-ce que la Réunion pourrait apporter. Je pense que, par exemple, là, c'est aussi au niveau des structures. Qui dit structure dit finance, dit formation, comme tu l'as souligné. Là, en ce moment, on le sait, la région monte une école de formation, peu importe si elle concerne la formation des infirmiers ou autre, mais que introduire quelque part la compréhension et la description, l'analyse, la situation de soins dans ces zones de guerre, ce n'est pas quelque chose qui serait, je veux dire, c'est pas du luxe, hein. Ça peut se rajouter à la formation, ça peut suivre, et en même temps, et puis les structures, je veux dire, ce n'est qu'une question de relation, du relationnel. Quand on voit que, par exemple, on est capable très vite pour les Jeux Olympiques, on est capable de trouver, d'avoir un moyen. Je veux dire, on vit à une période quand même où il y a la possibilité de créer pas mal de choses à distance. Je veux dire, il faut le mettre aussi à la portée des populations qui vivent, qui supportent les guerres et des équipes soignantes. Jusqu'à maintenant, il y a eu quelques manifestations. Il y a eu quand même des gens qui ont donné leur position par rapport à ce conflit au Proche-Orient. Et on voit que c'est parfois timide, que ils y vont de manière prudente. Alors que, j'allais dire, c'est quand même le massacre d'une population qui est quand même perpétré et qu'il faudrait quand même apporter des moyens pour essayer de les aider, quoi. Je pense qu'en vulgarisant, en témoignant, je pense que le témoignage est le plus important. C'est vrai que quand on fait le bilan de toutes les informations qui nous arrivent, que ce soit d'Ukraine, que ce soit de Gaza, que ce soit d'autres théâtres au Soudan, la sensibilité, elle s'émousse. La sensibilité des gens, elle s'émousse, elle ne peut pas rester aussi ouverte et aussi accessible si c'est un raz-de-marée quotidien de nouvelles de ce type-là, de zones de guerre multiples. Donc moi, j'essaye en apportant un témoignage vivant, direct. J'ai essayé de continuer ma mission en témoignant, en essayant d'aider les quelques blessés avec qui je suis toujours en contact, mais surtout en témoignant auprès du plus grand nombre de gens, que ce soit amis, que ce soit... J'ai été contacté à Rennes par des étudiants, j'avais fait un exposé sur mon expérience à Gaza. Il y avait des étudiants de l'université de médecine et d'autres universités de Rennes. Et donc là aussi, témoigner auprès des jeunes en formation. Et ils étaient très, très ouverts et très enthousiastes à ce que j'intervienne auprès d'eux. Donc il y a des moyens d'essayer de réanimer la sensibilité des gens qui, c'est vrai, en ce qui concerne le soutien à la Palestine, on peut dire, comme vous dites, que les manifestations sont un peu timides. Bon, elles n'ont pas eu peut-être le boulevard et la possibilité de se manifester. Mais bon, ça c'est un autre problème. Oui, moi je suis entièrement d'accord. Je crois qu'il est important que quand même toutes les sociétés, même la société iranianaise ou l'océan, zone de paix, que la guerre soit comprise comme un élément actuel, je veux dire comme un élément de nos sociétés, qu'on la vive directement ou pas. C'est très important. Donc, elle doit, cette connaissance, ces témoignages doivent faire partie de la formation et de l'information de la population. Merci, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti de 3 minutes. Merci Sajato, merci à Yassine Afaf pour ce témoignage. Je pense qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau si il y a besoin d'appeler du soutien, de l'aide. Le plateau vous est ouvert et on le fera volontiers. Merci d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Adam, merci François, je vous dis à bientôt.